1-2, 1-2, dans la partie précédente. Qu'est-ce qui me manque de mon ancienne vie J'étais sur la route toute la sainte journée. Moi, je suis l'archétype du mec qui était sur l'autoroute. J'en peux plus! Cultivez et revendiquez et battez-vous pour votre droit à l'errance. Mais je peux pas! Laissez-vous le droit de cheminer autour de la route, quoi. J'y vais, mais j'ai peur! Parfois, on reçoit autre chose que ce qu'on attendait. La vie est pleine de surprises. Le droit à l'errance, il est vital et ce monde est en train aussi de nous le tuer. Échange billet! Putain de merde! Bonjour, vous écoutez Bifurqué, des histoires qui valent le détour. Une série d'entretiens réalisés par les Pandarous, petits médias qui prouvent que d'autres histoires sont possibles. Épisode 1, Amandine, doucement mais sûrement. J'avais encadré le confort et les voyages, ça c'était le socle de l'Amandine jeune adulte. Le confort, moi je peux pas dire qu'aujourd'hui je manque de confort, ça serait totalement faux. Je vis encore une vie très confortable, je suis loin, je pense que je suis... Hier j'écoutais un autre podcast, on me disait on est toujours le radical de quelqu'un d'autre. Alors oui, je pense qu'il y a des gens qui vont trouver que je suis très radicale, il y en a d'autres je pense qui trouvent que je suis encore très confortable, et moi je pense plutôt que je suis encore très confortable. Donc je n'ai pas un manque de confort, je n'ai pas les voyages. Pour moi on peut continuer à voyager, alors je voyage moins qu'avant, mais c'est aussi parce que j'ai des enfants et que voilà, je trouve que ça se prête moins à ma vie actuelle. Mais tu vois, l'année dernière j'ai amené mes filles à Londres, on a des amis qui nous ont hébergés là-bas, ma grande aimerait bien découvrir l'Italie, oui bien entendu, des fois je me dis bah oui j'aurais bien aimé aller en Inde par exemple, parler de l'Inde, je n'y suis jamais allée, mais je suis très en paix avec le fait aussi de ne jamais y aller. Je pense qu'il y a d'autres moyens de nourrir en fait, tu vois, ce besoin d'ouverture culturelle. C'est pas que par le voyage que ça passe. Le voyage peut être très bien fait en restant dans nos contrées. Et à l'inverse, l'ouverture culturelle, moi par exemple, j'ai donné des cours de français à des migrants. Je peux te garantir que le côté culturel, j'ai eu beaucoup plus que avec mes voyages, où tu vois, j'ai logé une famille ukrainienne pendant quelques mois quand il y a eu le début du conflit. C'était choc culturel, quoi. Enfin, voilà. Donc, il y a des moyens de nourrir ça différemment. Donc, moi, là-dessus, je suis très en paix. Ce qui me manque, je dirais pas que ça me manque, mais en fait, aujourd'hui, je t'ai parlé pendant très longtemps, j'ai eu ce questionnement autour du manque de sens, la question du sens, la quête de sens, enfin, le fait de ressentir une dissonance cognitive. En fait... Avant ça, j'étais très dans l'insouciance, quoi, si tu veux. Et aujourd'hui, j'ai troqué finalement du sens, de la cohérence, de l'alignement. J'ai arrêté de me sentir en dissonance par rapport à ma vie. Mais ça, aujourd'hui, c'est contre... j'ai perdu mon insouciance, tu vois. Et ça, des fois, je me dis, ça, c'est pas toujours facile. On va pas se mentir. Je pense que... La plupart des personnes engagées comme toi et moi, on vit dans une éco-anxiété qui est permanente, qui n'est pas toujours douloureuse, mais on a toujours... Moi, dans un coin de ma tête, j'ai toujours ces sujets-là, les catastrophes environnementales, les enjeux sociaux. Tu vois, moi, quand mes filles me disent « Ouais, quand je serai adulte, quand je serai étudiante, je ferai ci, je ferai ça », et moi, je peux pas m'empêcher d'avoir des images de ce que peut être le monde et la France en 2035, 2050. Et ça, je pense qu'il y a plein de gens qui sont complètement inconscients des enjeux, qui n'ont pas ces trucs-là. Et ça, j'avoue, je les envie des fois. J'aimerais bien que mon cerveau soit en mode pause et ne pas avoir ces images, cette conscience de l'état du monde que j'ai. Alors, on ne peut pas prédire l'avenir, Hélène elle le dit aussi souvent, mais malheureusement, on sait qu'on va quand même vers des jours qui sont compliqués, et on le voit là depuis quand même plusieurs années, depuis la crise du Covid, il y a tout le temps des trucs, quoi, tu vois, et je pense qu'on ne va pas sortir de ça. Et c'est vrai que cette insouciance me manque, et elle me manque aussi d'avance pour mes filles, parce que mes filles, je les conscientise sans être alarmiste, mais j'ai envie que ce soit des enfants quand même qui soient conscients de la réalité du monde. Et je me dis, y a une petite part d'insouciance que moi j'ai eue qu'elles n'auront pas, et malheureusement je pense que ça va pas s'arranger en grandissant.
Et donc, voilà, c'est un manque qui est comblé par d'autres choses, par l'alignement, etc. Mais des fois, c'est pas toujours évident à vivre, je pense. C'est quoi, là, on arrive aux deux dernières questions. C'est quoi tes aspirations pour la société? On essaye de faire 1 minute. Je suis désolé, je pose des questions lourdes et après je te demande de faire une réponse en 1 minute 30. C'est pas très sympa. Et est-ce que tes aspirations sont un peu les valeurs qui guident ton chemin de vie, si je puis dire? Oui, mes aspirations, elles découlent des valeurs qui guident mon chemin de vie. Mais en fait, moi, mon aspiration pour la société, le problème, c'est que si je donne mes aspirations, je sais qu'aujourd'hui, on est dans une société qui est très polarisée et où, en fait, l'essentiel des gens, ils se retrouvent pas. Tu vois, si je dis... si je dis j'ai envie que la France se mette sur la trajectoire de l'accord de Paris pour essayer de ne pas arriver à la catastrophe climatique, quand on voit ce qu'il faut faire aujourd'hui, je sais qu'il y a plein de gens où c'est compliqué. Et donc, moi, ce à quoi j'aspire, c'est vraiment qu'il y ait une prise de conscience quand même globale de ces enjeux-là, mais que tout le monde, qu'on arrive à accompagner tout le monde pour que tout le monde puisse l'aborder avec sérénité. Parce que c'est aujourd'hui, quand la personne dit moi je peux pas me poser ces questions de sens parce que j'ai ci, parce que j'ai ça, faut qu'on arrive en tant que société à leur apporter des solutions et à les entendre. Donc moi j'ai envie d'aspirer à ça. Et puis des fois ce que je dis aussi quand on me dit ouais vous les écolos aussi ça nanana, moi j'adorerais pouvoir me tromper en fait sur ce que je sais. Et ce que j'imagine de l'avenir, ou des fois, quand vraiment ça va pas bien, ou des fois je peux avoir une vision très noire, c'est pas comme ça 100% du temps, mais j'adorerais en fait avoir tort, tu vois. Et en fait, j'espère vraiment que ça sera moins pire que ce que j'imagine, ou alors si vraiment d'un point de vue physique, les choses sont quand même assez... Il y a un consensus scientifique, c'est pas pour rien, mais que en tout cas, la façon d'y répondre de la société et de nous collectivement, elle soit différente de ce que j'imagine. C'est-à-dire qu'au lieu de s'isoler, de l'être hyper individualiste, au lieu d'ériger des barbelés pour éviter qu'il y ait des migrants qui arrivent, on arrive à faire face de la manière la plus solidaire possible. Et on le voit que c'est possible au final. Quand il y a eu le Covid, on nous a plus parlé des gens qui se battaient pour le papier cul ou les pots de Nutella que de montrer toute l'entraide qu'il y a eu, alors qu'en fait, c'est ça la réaction prédominante des gens. Et donc, voilà, j'ai envie qu'on ait ce sursaut-là collectif, mais avant de se prendre le mur. Ça serait vraiment ça. Je trouverais ça dommage qu'on se prenne un mur monumental ou un conflit pour qu'on en arrive à ce sursaut-là, en fait. Mais je sais pas, aujourd'hui, je trouve que c'est très compliqué. Voilà, on a parlé de médias, mais aujourd'hui, en fait, rien n'est fait pour qu'il y ait ce sursaut-là. Donc ça m'inquiète beaucoup. Tu l'as dit, perdre son insouciance, c'est être exposé régulièrement à avoir des petits coups de moins bien, des petits coups de mou. Qu'est-ce qui te rebooste, toi? Qu'est-ce qui te rend un petit peu heureuse dans la vie? Alors moi déjà, j'ai appris à accueillir ces moments-là. Je sais une fois par mois généralement. En plus les femmes, on est un peu soumises aussi à nos hormones, mais donc moi c'est assez fortement lié. Mais bon, je sais que ça va pas. À certains moments, voilà, je sens que l'énergie n'est pas là. J'essaie d'être indulgente envers moi et de pas me mettre des injonctions à non, il faut absolument que tu sois happy face et voilà, tu vois. Donc, en fait, sur ces jours-là, quand je sais que je sens que ça va pas, je fais des trucs qui me réconfortent, quoi, tu vois, ne serait-ce que, je sais pas, c'est peut-être juste traîner un peu dans mon lit, écouter, je sais pas, un podcast qui me plaît, lire un bouquin que j'aime bien, ça va dépendre, mais tu vois, j'essaie plus de me dire, ouais, de quoi t'as envie là. Voilà, et moi, après, ce qui me rend heureuse, c'est vraiment, je te disais en début d'enregistrement, mais... Pour moi, il y a une porosité qui est assez forte entre la vie pro, la vie perso, etc. Et c'est vraiment d'être toujours, essayer d'être le plus possible. Alors, c'est pas toujours possible sur une semaine donnée ou sur un jour donné, mais vraiment d'être en équilibre entre ce qu'on appelle le pro, le perso, et de faire en sorte que tout ça se nourrisse. Et donc, du coup, moi, je passe beaucoup de temps avec mes filles. Tu vois, depuis qu'il y a eu la crise du Covid, on a décidé avec mon conjoint qu'on les récupérait les soirs à 16h30. Donc, elles sont là à partir de 17h à la maison, généralement. Oui, j'arrête ma journée de travail beaucoup plus tôt, mais c'est ça aussi qui fait que je vais pas me cramer comme à l'époque où je me suis cramée quand j'étais chez Innocent, parce que voilà, quand tu travailles sur des causes qui t'animent, tu pourrais y travailler jour et nuit.
Et en fait, aujourd'hui, ouais, moi, ce qui me nourrit, c'est de passer du temps avec mes filles, c'est de voir des gens qui m'inspirent. Voilà, c'est ça qui, moi, m'aide à tenir. Et j'aimerais bien dire la reconnexion à la nature, parce que c'est vrai que ça me fait du bien quand je le fais, mais je le fais pas assez, malheureusement. Et je pense comme plein d'entre nous qui travaillons encore trop derrière des PC et tout ça. Alors que je sais que ça me fait du bien, mais ça, c'est des choses que j'essaye d'injecter un peu plus dans ma vie aujourd'hui. Mais voilà, j'y arrive pas encore assez. Mais quand on a bifurqué, c'est pas terminé. Il y a encore plein de choses à faire. Exactement, moi je n'ai aucun doute sur le fait que je sois sur une bifurcation permanente, quoi, tu vois. Enfin, c'est mon mode de fonctionnement de me remettre en question et toujours changer des choses. Et avec Edeni, on parlait beaucoup de l'ikigai, tu vois, justement sur la question de la quête de sens. Et en fait, l'ikigai, souvent, tu sais que tu l'as atteint à la fin de ta vie quand tu te retournes, quoi, tu vois. Et c'est une quête un peu permanente. Et moi, je me retrouve pas mal là-dedans, en fait, sur comment tu changes des choses pour aller toujours vers plus de cohérence et toi te sentir plus aligné et mieux, quoi. Voilà. On précise pour ceux qui ne le sauraient pas que l'ikigai, c'est une conjonction de phénomènes qui est faire ce que tu aimes dans la vie, être rémunéré pour ça, un truc dont la société a besoin, et et ce en quoi tu es compétent aussi. Ouais. C'est un peu l'intersection des quatre, quoi. Tes compétences, ce que tu aimes faire, ce dont le monde a besoin et ce pourquoi tu peux gagner ta vie. Ouais. Je te propose de finir, c'est un essai chez les Pandarous, cette interview avec 3 questions sans détour. Si tu avais été là, je t'aurais fait piocher dans cette merveilleuse calebasse de Guadeloupe. Donc je suis ta main heureuse ou malheureuse, on verra. Innocente. Ah bah tu vois, ça te suit cette affaire. Allez, je pioche, il y en a un qui a débordé. La question est la suivante. L'activité que tu adores faire, Amandine? Cuisiner. Une personne que tu as réussi à convaincre de bifurquer. On n'a pas dit que toutes les questions étaient pertinentes. Elles sont sans détour, mais pertinentes. Alors moi, j'ai jamais cherché à convaincre qui que ce soit de bifurquer. Mais je pense que en fait, mon conjoint, au final, parce que donc moi j'ai quitté Solvay avant lui. Lui, il avait déjà un peu comme moi bifurqué un peu en interne, mais je pense qu'il avait peur de quitter finalement le système dont on dépend et qui nous nourrit, etc. Et en fait, quand je lui ai dit, mais à l'extérieur, mais tu vas voir, tu vas te nourrir de gens, c'est juste extraordinaire en fait, les gens que tu peux rencontrer, moi j'ai trouvé ça génial quand j'ai commencé à être indépendante, les rencontres incroyables que j'ai fait et ça, je sais qu'il l'a dit à plusieurs reprises que ça lui donnait vraiment envie, quoi, tu vois, de se lancer. Et ça n'a pas été le seul facteur qui a fait qu'il a concrétisé ça, mais je pense de lui dire ouais, allez viens, tu vois, ça, c'est chouette, ça vaut le coup, c'est bien, ça l'a aidé. Alors, dernière, ton chef-d'œuvre préféré? Pas évident parce que, moi j'adore la culture. Je suis vraiment, j'aime beaucoup les liens avec l'art et notamment l'art et l'écologie. Mais un chef-d'œuvre, je t'avoue que j'ai du mal à répondre, à choisir une chose. Alors attends, je te propose si tu veux ton plat préféré. Ah, mon plat préféré, ça va être un plat que ma grand-mère vietnamienne m'a appris, qui est du tofu sauté. Donc tu fais revenir le tofu dans de l'huile, mais vraiment presque frit, quoi, tu vois, c'est presque frit. Et après tu fais ça avec une sauce tomate, oignon, machin, un peu classique, et tu mets de la coriandre dessus et tu manges ça soit avec du riz ou soit avec des spaghettis. Et c'est tout simple. Alors après, des fois tu peux mettre des pousses de bambou, des petits shiitake, moi je fais des variantes et tout. Mais ça, c'est un plat que j'adore. Et alors, ce qui est génial, c'est que c'est un plat qui est végétarien. Mais tu vois, moi, à l'époque, elle le cuisinait. C'est juste que le tofu fait partie de la culture vietnamienne. Donc, moi, j'ai mangé du tofu dès petite, quoi, tu vois. Donc,
Et c'est un plat qui est hyper chouette, voilà, parce que complètement aligné avec mon régime alimentaire d'aujourd'hui, tu vois, mais sans renier mes racines. Et c'est un plat, en plus, qui permet de faire aimer le tofu aux gens. Parce que souvent, ça rebute, c'est vrai que la texture est particulière, et des fois, il y a des tofus qui sont plus ou moins bons, et si tu prends le tofu nature, ça c'est, voilà, pour ce plat-là, c'est pas très bon, quoi. Voilà. Et là, quand je le fais, tout le monde fait « Ah, mais c'est génial, c'est trop bon », et tout. Donc voilà, c'est trop cool. Super, et du coup, il y a une question que j'ai oublié de te poser, c'est ce retour au Vietnam. Tu l'as fait, ce voyage au Vietnam avec ta maman? Ouais, je l'ai fait. Ouais, ce voyage au Vietnam, je l'ai fait, du coup, en 2010, ouais. On est allé 3 semaines avec ma mère et ma sœur au Laos et au Vietnam, voir voilà, le pays de nos ancêtres, et c'était assez touchant. Notamment, je me souviens quand on arrivait à Vientiane, où ma mère est née, où elle a passé en fait les 5 premières années de sa vie. Elle est jamais allée, elle a jamais vécu au Vietnam, ma mère, parce que ma grand-mère avait quitté le Vietnam. Et c'était hyper touchant quand on est arrivé. On a réussi à retrouver la rue dans laquelle elle habitait. Pas la maison, parce que la numérotation là-bas, ça fonctionne pas du tout comme en France. Et puis probablement, la maison n'existait plus. Mais elle a eu des flashs en fait d'elle qui courait se jeter dans le Mekong, parce qu'elle avait juste à traverser, quoi. Enfin, voilà. Et c'était hyper touchant de la voir avoir ces flashs qui lui revenaient juste d'être sur ce lieu-là. Et si tu veux, alors ça, pour le coup, s'il y a un voyage que je regrette pas, c'est clairement celui-là, quoi. Enfin, voilà, je trouvais que ça... Il y a beaucoup de voyages, je me dis, mon Dieu, empreinte carbone et tout, mais celui-là, d'avoir eu le bonheur de voir ma mère reconnecter quand même avec ses racines, ça n'a pas de prix. Bon, et cette fois, c'est vraiment la dernière question, Amandine. Quelle est la question que tu aimerais poser à la ou au prochain invité de cette mini-série de portraits autour de la bifurcation? Ah, c'est intéressant. Quel conseil tu aurais aimé qu'on te donne au moment où tu as décidé de bifurquer, un truc comme ça? Quelle chose on t'a pas dite que tu aurais aimé savoir? Enfin, tu vois, un truc dans ce genre-là, je trouve que c'est intéressant. C'est donc sur une question que se termine ce premier entretien. Pouvait-il en être autrement entre deux personnes qui ont l'habitude de poser et se poser des questions? Merci beaucoup, Amandine, pour ton temps précieux, d'avoir essuyé les plâtres aussi, et pour la richesse de ton témoignage. Quant à vous qui nous écoutez, on espère que ça vous a plu. À bientôt pour d'autres histoires hors des clous.